Bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 de Nada to Data. Aujourd'hui, je reçois deux invités, Marion et Lydia de Mixte. Et je te le dis franchement, j'ai adoré le ton complice de leur échange. Leur synergie s'entend, elle se ressent et c'est ce qui rend cet épisode aussi vivant. Pour te mettre un peu de contexte, on a enregistré cet épisode fin juin. Elle sortait d'un début d'année assez intense et malgré ça, elles ont eu la générosité de prendre un moment pour partager leur quotidien, leur façon de travailler ensemble. Et toutes ces petites victoires qui se savourent toujours mieux en duo. Tu vas comprendre exactement ce que je veux dire en écoutant. Allez, on y va! Alors, bienvenue Marion et bienvenue Lydia. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi toutes les deux aujourd'hui. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel est votre rôle chez Mixte? Bonjour, donc moi je suis Marion, je suis directrice de la communication, de la billetterie et du marketing chez Mixte depuis quelques mois, puisque Mixte est un tout petit bébé qui sort de terre depuis janvier 2025. Assez classiquement, je m'occupe de tout ce qui est notoriété de l'institution, remplissage des salles et politique globale de la stratégie de marketing, qui est une vision qui n'était pas encore structurée dans la vie d'avant. Voilà, Mais là, c'est la vie d'après. La vie c'est la vie d'après, d'après. nouveau rôle, nouvelle organisation, nouvelle Tout à définition. fait. Merci Marion. Bonjour, donc moi je suis Lydia Rodriguez. Euh, je suis responsable à billetterie data et CRM à Mixte. Je suis dans la billetterie depuis 23 ans. Mon travail à Mixte, c'est effectivement coordonner l'équipe de billetterie et l'équipe d'accueil ouvreurs-ouvreuses de Mixte. Je participe aussi à l'élaboration de la stratégie de commercialisation et la stratégie des publics de Mixte. Et j'ai aussi en charge le côté un peu fichier CRM. C'est un peu toi la Miss Data en fait, finalement, de Mixte. Ben, on essaye. Effectivement, la data est tellement bon, est très importante depuis toujours, mais alors là, avec Mixte et nos différentes activités, il y a la diffusion des spectacles comme on le faisait auparavant, de la restauration, de la privatisation, à de l'animation du site et du lieu de vie, de la formation, etc. Donc là, la data, elle est un peu partout. Donc, on a vraiment un besoin de centralisation de la donnée afin effectivement de pouvoir l'analyser, de connaître notre public, de voir les passerelles Mm. entre les différentes activités. Donc, on est en train de mesurer tout ça et c'est assez c'est vertigineux. Ouais, c'est vertigineux, mais c'est excitant. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais juste faire un petit pont parce que Marion, elle disait un peu plus tôt que Mix, c'est un nouveau projet. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas Mix, est-ce que vous pouvez juste faire un petit pont avec la genèse du projet Mixte et puis le grand T d'avant? Alors, voilà, Mix, c'est effectivement la fusion de deux organismes. Donc, le théâtre Le Grand T, qui existait depuis 40 ans, donc structure classique de diffusion, un peu de création, mais surtout diffusion. Il y a 6-7 ans, le département de Loire-Atlantique a décidé de nous rapprocher avec un autre de leur organisme qui s'appelle Musique et Danse en Loire-Atlantique, donc une agence qui avait pour mission de soutenir la création artistique et les artistes de musique et de danse du territoire. Donc, on nous a mariés après beaucoup de séminaires, de réflexion, et donc on a mis en commun nos missions. On en a renforcé certaines, abandonné d'autres. Nous voilà avec un magnifique nouvel établissement qui va être tout beau, tout neuf et inauguré en fin d'année dans la nouvelle base nantaise, donc, qui est fermée depuis 3 ans et demi, avec toujours ces lieux de diffusion. Au passage, dans les travaux, on a gagné une deuxième salle de 350 places, en plus de notre salle historique de 850. Énormément d'autres lieux, type studio de danse, de création, pour favoriser la pratique amateur, libre et plein d'autres choses en direction des artistes. Et puis, il y a aussi toutes les missions héritées de musique et danse en Loire-Atlantique, formation, euh, rencontres professionnelles, voilà, tous ces événements plutôt en direction d'un public voilà, pro. Et donc, tout ça fait que on a grossi. On est né en janvier 25. On est passé de 40 à 88.
Donc voilà, depuis 6 mois, on a des nouveaux collègues, des nouveaux bureaux et bientôt un tout nouveau lieu, tout beau, tout neuf. Merci beaucoup Marion en fait pour ce rappel de c'était quoi Mix. J'avais besoin de pouvoir le partager avec les auditeurs. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est votre collaboration entre la billetterie et la communication. Parce que ce que j'aime, c'est que la grande difficulté en général dans tous les organismes, c'est passer d'un chiffre à une action marketing ou une action de communication. Et vous, dans votre collaboration, c'est ça que vous faites. Et c'est ça que j'ai trouvé merveilleux quand on a discuté ensemble. Donc, j'aimerais en savoir comment cette collaboration, elle est née et pourquoi elle est importante pour vous. Donc la collaboration, alors elle n'a pas été, immédiate. Avant, il y avait vraiment la com, la billetterie, la médiation et cetera. C'était plus cloisonné. On était dans le même pôle déjà là, mais on n'avait pas de réunions communes, on n'avait pas ces stratégies communes. Il y a vraiment, 2 raisons principales. C'est les nouveaux objectifs de connaissance de public et de mixité des publics, heu et d'amélioration aussi de l'hospitalité numérique pour connaître notre public, pour lui parler, pour notre objectif de mixité, de faire en sorte qu'un maximum de personnes différentes soient dans la salle. Avec cet objectif-là, la billetterie et la communication étaient obligées et de se parler parce que la billetterie détenait le fichier, la communication détenait les moyens de discuter. Donc là, il a vraiment fallu, être en dialogue et il y a eu aussi, tout ce qui est l'émergence et le développement du numérique il y a, 10 ans. On vendait peu en ligne, il y avait peu d'enjeux, avec les nouveaux besoins, déjà on vend principalement, sur le numérique, hein. Là, on le teste, hein, notre billetterie est actuellement fermée physiquement. Nous n'avons avec les travaux, pas de billetterie physique. C'est vraiment, 98 par internet. Avec ces nouveaux, besoins, là, il a fallu être en ordre de marché avec la com sur des besoins d'images, des besoins de texte, des besoins de feuilles de style, des choses très techniques, en fait, dont nous avions besoin pour paramétrer le site de vente en ligne. Nous nous sommes équipés d'outils de marketing qui sont plugués sur notre logiciel de billetterie. L'outil de marketing était plus l'outil de la com et le logiciel de billetterie, l'outil de la billetterie, mais les deux étant liés, nous le sommes aussi. Et puis aussi, pour des raisons, communication avec notre public, l'envoi de newsletters, de plus en plus ciblés, avec des requêtes précises, des besoins de fichiers précis, de personnes qui ont vu tel et tel spectacle, mais pas tel autre et qui sont opt-in, et qui n'ont pas acheté tel spectacle et cetera. Donc des besoins de connaissance du public et de fichiers. Voilà, avec une base nettoyée régulièrement. Donc c'est cet objectif de mixité publique et l'émergence du numérique ont fait que là, on a senti le besoin des 2 services ouais, en collaboration, quoi. En fait, vous n'avez pas eu le choix de vous parler. Tout à fait, exactement. Voilà. Est-ce que Marion, tu veux ajouter quelque chose? En fait, ce que disait Lydia entre la liaison nécessaire entre la com et la billetterie, il y a une chose dont on est très fiers, c'est le fait qu'on ait installé des API entre notre site institutionnel et notre site de vente en ligne. Je ne sais pas si ce terme est familier pour tout le monde, mais en fait, les API, c'est comme des petits tuyaux. C'est entre les 2 sites qui permettent au site institutionnel de faire remonter des informations, d'afficher des informations qui viennent en fait du site de vente en ligne. Et ce que ça a comme incidence, alors c'est très classique, on ne s'en rend pas du tout compte quand on commande des baskets sur le site de la Redoute, parce qu'on sait très vite que ce sont les dernières paires ou que c'est plus en stock. Mais très souvent, dans le monde culturel, il y a toujours ces 2 sites, hein, le site vitrine ou institutionnel ou le site de vente en ligne. Et nous, on a décidé de donner accès à l'information très rapidement sur le statut des représentations. Donc, c'est-à-dire que on est sur le site de Mixte. Voilà, c'est un mauvais exemple parce qu'on ne l'a pas encore mis là dans notre site provisoire, mais ce sera le cas après. On prend n'importe quel spectacle, on trouve ça super. Et en fait, dès cette page de présentation où on a le teaser, des informations sur le spectacle, on sait que le spectacle est actuellement complet et qu'on peut s'inscrire sur la liste d'attente. On n'a pas besoin de cliquer 5 fois pour tomber sur une page qui finalement nous dit « Ah, désolé, il n'y a plus de place ». Donc, il a fallu se parler, mettre en place des scénarios de vente pour afficher les bons messages, parce qu'on s'est dit juste afficher les statuts, c'est bien, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir un message
un peu sympathique et un peu plus, qui aille un tout petit peu plus loin. Donc, il dit, il n'y a plus de place, mais contactez, et c'est là qu'on tombe dans la complexité, contactez Mixte si c'est nous qui gérons la billetterie, contactez telle salle si c'est telle salle qui gère la billetterie, ou venez sur place si on fait du tarif de dernière minute. Donc, c'est mine de rien une cartographie assez complexe des scénarios possibles sur notre quarantaine de spectacles. Et là, il a vraiment fallu qu'on rentre, nous, dans la tête des billettistes pour se dire qu'est-ce qu'on veut dire à nos spectateurs, quel est le bon message. Alors maintenant, ça se fait beaucoup plus et puis du coup, tout le monde a l'habitude de ça. Mais à l'époque, il y a 5 ou 6 ans, on avait l'impression qu'on était des génies et avant-gardistes parce qu'on arrivait à apporter cette information très rapidement et à épargner plusieurs clics à nos spectateurs. Ben, on le sait, hein, on veut pas que le spectateur il aille cliquer jusqu'au spectacle et se dire que c'est complet. Ce qu'on veut, c'est pas le perdre et lui donner l'information le plus tôt possible, quitte à ce qu'il se rabatte à un autre spectacle assez rapidement. Donc, Exactement. évidemment, vous étiez des génies parce que vous l'avez fait il y a 5 6 ans. Aujourd'hui, c'est plus simple. Mais API, j'aime bien ta façon de décrire une API petit tuyau. Je trouve ça très cute. Moi, je dis que c'est un connecteur, mais j'aime beaucoup ça. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites institutionnels et le site des billetteries sont quand même séparés, même si c'est relativement transparent pour le visiteur. Il ne voit pas que c'est un site différent. Ce que vous avez fait, c'est merveilleux parce que ça permet aussi de ne pas se rendre sur le site de la billetterie pour pouvoir avoir toutes ces informations-là. Et je trouve que c'est vraiment gagnant pour l'expérience spectateur. C'est vraiment chouette. Et aussi parce que, autre argument, souvent les sites de logiciels de vente en ligne n'acceptent pas les cookies, les traceurs pour qu'on puisse traquer. Donc, c'est beaucoup plus simple de regarder ce qui se passe et les comportements d'achat sur les sites institutionnels plutôt que sur les sites de vente en ligne où les logiciels traînent toujours un peu des pieds avant de mettre des cookies ou des choses comme ça. Donc, voilà. Bah, c'est super, belle expérience. Est-ce que vous avez d'autres choses à partager aux auditeurs de votre collaboration, votre synergie? Alors oui, on en a 2 autres. Je commence par la mienne et puis Lydia citera la deuxième. La chose dont on est particulièrement fiers, c'est pareil, on était avant-gardiste il y a longtemps. Maintenant, tout le monde le fait, mais c'est tant mieux pour tout le monde. Ce sont les ventes flash. En fait, on essaie de retrouver l'année là, mais on pense que c'était en 2019, donc autant dire la vie l'avant le confinement. On avait un très beau spectacle de danse congolaise d'une compagnie connue dont le remplissage était timide et qui nous inquiétait un peu. Et pour la première fois de l'histoire du Grand T, à l'époque on n'était que le Grand T, on a lancé cette vente flash, donc carrément inspirée des techniques du marketing des plus push de ce qu'on peut connaître, en direction tout simplement des spectateurs danse de la saison qui n'avaient pas évidemment pris de spectacle. Et donc, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner, bien sûr. On a même, je ne sais pas si tu te souviens, Lydia, mais on a dû quand même combattre quelques réticences d'ordre idéologique. On a quand même réussi. Et surtout, la magie de l'affaire, c'est que c'est le plus gros succès qu'on n'a jamais réussi à reproduire, puisqu'on a vendu, donc c'était une vente sur une journée de 8 heures, enfin 24 heures, quoi. Et nous avons vendu 200 places pour ce spectacle. Voilà, donc c'est vrai que c'était une première qui nous a quand même donné un peu envie de rejouer, parce que Oui. c'est ça aussi le. Et donc, depuis ce jour-là, à peu près 1 fois par an, 2 fois max, on fait des ventes flash, alors avec des succès contrastés. On sait, en fait, on sait par avance qu'il y a des spectacles sur lesquels on fait des ventes flash, mais qui vont moins bien marcher que d'autres. On a quand même une petite intuition. Mais on a quand même appris que, il y avait des publics pour les ventes flash, c'est-à-dire qu'il y avait des noms qui revenaient tout le temps. Donc, il y a vraiment des gens qui sont un peu comme des joueurs addicts qui sont que pour les ventes flash. Et surtout, c'est jamais ridicule. Alors, on n'est pas sur des échelles incroyables, mais on est tout le temps entre 50 et 100 places. Et c'est quand même toujours ça de prix, j'ai envie de dire, pour à la fois les artistes, nous, bien sûr. Donc voilà, donc tous les ans, on se fait notre petite vente flash avec Lydia. Mais du coup, moi, j'ai une question sur l'offre que vous aviez fait, si vous en souvenez. Est-ce que vous aviez fait une réduction sur cette vente flash ou c'était uniquement... Ouais, Oui. Je me souviens plus exactement quelle était la teneur de la réduction. Ouais, c'était l'équivalent du tarif jaune. Et c'est un peu toujours ce qu'on fait. On pratique la même vente flash quand on le fait. C'est-à-dire qu'on prend l'équivalent du tarif très réduit jaune Oui. et toutes les places sont à ce prix-là pendant une journée.
Et effectivement, ça marche bien et une fois, on s'amusait à analyser un petit peu en prenant 2 ou 3 bons flash sur 2 ans et les noms revenaient. Donc c'est là où on s'est dit: «Ah oui, il y a quand même des gens qui du coup peut-être barrière du prix ou une Ouais. opportunité et cetera, qui du coup, à chaque fois qu'on fait une vente flash, bah, du coup ils la prennent. Donc oui, on a trouvé ça intéressant puis surtout, c'est difficile de nos jours de trouver, une offre de relance qui permet de relancer un spectacle. Mmh. Ça, c'est vraiment, bah, dans le groupe, billetterie du TMA Lab, Mmh. dans lequel je fais partie, c'est un sujet qui revient régulièrement. C'est, bah, qu'est-ce que vous mettez en place et qui fonctionne et cetera? Les codes promo, on a tous usé et abusé des fois de ces offres qui fonctionnent, très moyennement, hein, les codes promo, les codes duo et les codes promo. Nous, on l'a testé aussi. Mmh. Ça n'a jamais été, un succès, c'est moi, vraiment très rarement, et la vente flash, c'est vraiment, ce qui nous a on s'est un peu effectivement, elle a raison Marion, on s'est un peu battu parce que une ou 2 personnes au niveau de la direction, du moins, étaient un peu réticentes et je pense et nous, on le sentait bien. On pensait que le spectacle s'y prêtait. Faut que ça soit vraiment un certain type de spectacle, hein. Évidemment, on fait pas ça sur les spectacles, un peu de niche. Il faut que Oui. ça soit du tout public, très accessible, sur un spectacle assez court et cetera. Là où on pense nous-mêmes que c'est dommage qu'il y a pas eu, l'engouement que mériterait parce que très accessible et parce qu'on se dit que vraiment, parce que le but, c'est pas de remplir pour remplir, hein. Mais c'est une «valeur sûre» entre guillemets, c'est-à-dire que même quand des fois on y va en se disant: «Bon, rien ne fonctionne», on fait ça, c'est à minima 50 places minimum pour les là où ça marche le moins bien. C'est quand même 50 places en une journée, ce qui représente des fois ce qu'on vend sur 3 semaines ou un mois. Sur ce spectacle-là et voilà et puis ça peut monter, comme pour Monstre jusqu'à plus de 200 et c'est vraiment la grosse surprise parce qu'on se dit: «Bah, super» et on est content que les gens voient ce spectacle. Ouais. Je pense aussi que ça marche moi mais c'est mon Mmh. avis personnel, je pense que ça marche parce que c'est très ponctuel et c'est surprise. Tout à fait. Parce que s'il y avait une espèce de démarche qui à chaque fois vous arriviez en fin et que vous faisiez, hem, quand vous aviez toujours un petit peu du mal à vendre, vous seriez toujours en promo, ce serait autre chose, ce serait plus problématique. Là, c'est des actions ponctuelles qui ont des forts impacts et je pense l'impact, il vient ponctuel choisi. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez je sais que vous avez d'autres choses à partager les filles. Est-ce que qui est-ce qui veut prendre la parole? Alors, je vais prendre la parole parce que pareil, c'est une petite offre qu'on a testée, puis alors là, pour le coup, on en a pris une un peu plus ancienne et une plus récente. Donc, bah, c'est une offre qui est en cours en ce moment, donc on trouvait ça intéressant de la partager parce que alors on n'a pas révolutionné, la commercialisation des spectacles, mais en tout cas, c'est une pratique qui se fait beaucoup dans les musiques actuelles et beaucoup moins dans le spectacle vivant. Mmh. Donc, en fait, nous avons testé, là, le 18 juin dernier jusqu'à demain matin, enfin, du moins jusqu'à ce soir, un tarif, early bird, Mmh, un intéressant. tarif prévente, en Oui. fait. Donc le principe, il est effectivement assez simple et connu, hein. C'est donc un tarif préférentiel pour, tous et toutes. Mmh. Là, on a déterminé pendant 15 jours, donc pour tout achat de billets, n'importe quel spectacle, sans plafond, sans minimum et sans plafond, tous les billets sont un tarif équivalent de 25-30 moins cher que Ouais. le billet initial. Donc il a été mis en place, là, parce qu'on a une saison un petit peu compliquée, c'est notre première saison Mmh. et nous avons un premier trimestre hors les murs encore, avant que Oui. le théâtre réouvre, notre site réouvre. Donc du coup, ce premier trimestre est un petit peu compliqué en termes de configuration. Il est hors les murs, il est en jauge assez réduite. Oui. On n'a pas une jauge spectateurs, très importante. Mais nous, ça nous embêtait quand même de pas proposer, une offre tarifaire ou avoir une offre qui donne envie d'acheter, des places. On se disait que si on faisait pas d'offre, on avait le risque que les gens se disent: «Bah, j'attends la deuxième partie de saison, là, bon» et puis en plus, on est avec en vente, pardon, que chez des co-réalisateurs qui, eux, pratiquaient une offre de fidélisation, pardon, avec des moins chers et donc nous, ça voudrait dire que vraiment, on pratiquait des tarifs au-dessus d'eux, Mmh. tout le temps. Donc c'était pas souhaitable. Donc on s'est dit: «Ah bon, bah, alors on va tester un early bird» et pendant 15 jours, à l'ouverture des ventes, en fait, les gens ont 15 jours pour profiter de ce tarif-là et après, le 1er juillet, il disparaît. Hem, donc ce qui nous a permis, bon, le bilan est un peu précoce, on a du mal à faire un bilan maintenant, mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'a priori, ça a bien fonctionné.
parce que proportionnellement, nous avons vendu plus de places, en termes de jauge. On a les premiers j les autres années sur une offre d'abonnement, on vendait entre, 18 et 20 de notre jauge le premier jour. Là, dès le premier jour, on en a vendu entre 25 et 30 heu, dès le premier jour et là, nous sommes le dernier jour et mes collègues en billetterie sont débordés d'appels. Ah, Donc ouais. voilà, donc c'est quand même très bon signe. On est, bah, voilà, moi je suis hyper contente parce que c'était quelque chose de nouveau qui se pratique pas tant que ça, les préventes et puis bah, ça marche, on le voit dans les chiffres, mais 2, le public a compris. Ouais. C'est-à-dire que là, on est en billetterie fermée, accueil fermé, Mmh. donc on est qu'en numérique et en téléphone et les gens, ont compris, achètent en masse, n'appellent pas en disant: «Je suis perdu, je comprends pas ce tarif, comment ça se passe?» Est-ce que ils comprennent, ils achètent. Donc on se dit aussi que c'est une réussite parce que, c'est une nouvelle offre dont notre public ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais pratiqué et puis qu'on a été lisible, on a été clair, on a été, je pense, heu, voilà, pourtant c'est une année compliquée et on a une communication pas simple en plusieurs temps. Donc voilà, je pense qu'on est assez contente. On en tirera vraiment le vrai bilan, d'ici quelques jours quand l'offre sera terminée. Mais en tout cas, voilà, c'était notre deuxième petite offre et c'est de la collaboration dans le sens où, moi, des fois, je fais des propositions de stratégie de commercialisation, mais derrière, il faut qu'elles soient, transposables en communication, il faut qu'elles soient transposables avec, la stratégie globale de marketing, il faut qu'elles soient, en harmonie avec tout ça et j'avais des doutes, par exemple. J'ai eu un petit peu de doute en me disant: est-ce qu'on va vers le bon endroit? Est-ce qu'on prend le bon chemin avec cette offre? Et Marion m'a tout de suite dit: «Mais oui, Lydia, trop bien, on y va» et on était persuadées de toutes les 2 de cette offre, donc on l'a vendue, et c'est passé, très bien au niveau de la direction qui nous a dit: «Bah oui, Banco, vous avez l'air, voilà, si nous 2 on y croit et qu'on met en place ce qu'il faut, bah, ça marche» et donc ça marche. Donc ce 2e petit, exemple de collaboration, qui a Ah, bien fonctionné. c'est une belle collaboration. Puis moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes en laboratoire, vous êtes toujours en train d'innover, de faire des tests. Et ça, je trouve ça chouette. Parce qu'en fait, quand on reste dans ces carcans de on a toujours fait comme ça, oui, ça peut ne pas fonctionner, mais on ne le sait pas si on n'essaye pas. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce type d'offre, moi, je suis beaucoup plus fan de ce type d'offre early bird que la réduction de dernière minute parce qu'en fait, ça vient ramener des revenus euh, en début et ça, c'est vachement intéressant. Et en fait, aussi une éducation du public qui dit, bah, si tu prends ton billet en avance, tu vas avoir un prix. Et ça change un peu la relation avec le public. Je le trouve vraiment intéressant. Et 25-30%, je trouve ça aussi très intéressant. J'ai hâte d'avoir les retours finaux. Merci pour ces exemples, les filles. C'est super intéressant et pertinent. Maintenant, je vais passer à la question suivante. Comment vous vous appuyez sur les données spectateurs pour travailler ensemble et mieux cibler vos actions? Alors effectivement, nous travaillons ensemble sur le ciblage d'actions, la communication de manière générale, heu, car pour l'instant, nous sommes en pleine réflexion sur nos outils numériques et entre autres le CRM. Nous sommes équipés d'un logiciel de billetterie qui gère le fichier, spectateur. Donc ça passe, par l'efficience, de notre et la qualification de notre fichier, le nettoyage de notre fichier et cetera. Donc l'efficience de notre communication, c'est, une mise à jour, régulière du coup, plutôt par le secteur accueil billetterie, de tout ce qui est fichier, préférence de communication. On en discute, quel type de newsletter? Jusqu'à maintenant, on n'en avait qu'une généraliste, on pense en développer peut-être plusieurs, sous-segmentés, voilà, newsletter famille et cetera. Par exemple, il y a la transmission des opt-in et des opt-out qui est faite régulièrement du logiciel de billetterie vers le logiciel de marketing pour actualisation et un autre exemple, c'est la gestion des NPAI. Mm. Il va y avoir toute une petite campagne spécifique sur les NPAI et de manière générale sur les préférences de communication, le rappel, des opt-in, de l'acceptation de la newsletter et cetera. C'est comme ça qu'on s'appuie ensemble sur la base de données qui est nettoyée, mise à jour et de la RGPD, bon, vis-à-vis de la RGPD aussi, par la billetterie, et puis qui remonte bien dans le logiciel de marketing. Voilà, pour les envois de news et tout ça.
Ce que j'entends, Lydia, mais Marion aussi, c'est que vous envoyez beaucoup de papiers encore parce que NPAI, c'est pas des NPAI de mail, c'est des Non, non, NPAI non, c'est de la petits brochure, uniquement postages. la brochure de saison. C'est la brochure de saison. Ouais, c'est On le seul n'envoie pas beaucoup document. de communication, on l'envoie une fois par an. Mais comme Ok. elle coûte cher à fabriquer et à router, c'est vrai qu'on prend le temps Ouais. sur ce sujet pour que les fois d'après, elles ne nous reviennent pas. C'est vraiment double peine, quoi. Elle n'arrive pas à la bonne personne. Et en plus, on l'a fabriqué pour éventuellement rien. Donc, c'est vraiment dommage. J'ai un deuxième exemple pour illustrer cette utilisation des données. On se parle aussi, comment est-ce qu'on utilise les données spectateurs pour justement en parler des relances. Et ça, c'est grâce au super tableau d'état des ventes que nous fait Lydia. Chaque semaine, on a un tableau de l'enfer avec 253 000 lignes, spectacle par spectacle, jauge dispo, jauge vendue, jauge des partenaires, avec nos différents contingents, puisque ça, c'est aussi notre particularité à Mixte d'avoir saucissonné la salle pour s'assurer que cette salle est bien mixte et diverse. Donc, la part des profs et de leurs élèves, la part du public solidaire, la part du public mécène, la part du public indie, enfin voilà. Donc, on a un super état des ventes et attentivement et qui est le point de départ d'une stratégie qu'on mène avec Lydia. Et on se dit, bah, tiens, tel spectacle est en détresse. Donc, déjà, est-ce qu'on va le sauver ou pas? Est-ce qu'on peut le sauver ou pas? Si on ne peut pas le sauver pour des raisons diverses et variées, proposition trop ardue ou charge de travail, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Et si on décide d'en faire de le relancer, alors avec la billetterie, on s'interroge sur, pour ce qui est public indiv, quel serait le bon segment de public à relancer, avec éventuellement une offre de commercialisation qu'on peut faire, une offre duo par exemple, ça, une place achetée, une place offerte, des packs famille, enfin bref, on peut tout inventer. Demain, on aura un resto, on pourrait imaginer qu'on offre un verre, on peut vraiment inventer plein de choses. Et c'est comme ça que on pense, on s'appuie sur les données spectateurs de vente pour relancer les spectacles. Et donc demain, avec les nouvelles activités de Mixte, il faudra qu'on adapte cette logique, mais on aura aussi une vigilance sur les remplissages de nos différentes activités qui ne seront plus nécessairement seulement des spectacles, mais des formations, des rencontres pro. Donc c'est pareil, il faudra différemment, mais activer des publics et des canaux pour veiller à un remplissage optimal des activités. Ça fait beaucoup de choses quand même, parce que si en plus tu ajoutes à tout ça les activités connexes à la vente de spectacles, ça va faire beaucoup de communication dans une base de données qui va peut-être être surstimulée parce qu'on va s'adresser peut-être aux mêmes personnes. Donc ça va être intéressant ça va être intéressant et challengeant en même temps, quoi. Oui, surtout qu'on est très attentif à la RSE, à la fois pour nos spectateurs on leur a promis de ne pas les spammer. Et nous aussi, à notre charge de travail, à ne pas s'épuiser pour des moments. C'est pour ça que je signalais que tout spectacle ou toute activité en détresse ne va pas forcément déclencher des actions de relance parce que on a, comme le disait Lydia, une petite intuition et on sait qu'il y a des spectacles pour lesquels les relances ne marcheront pas. Donc, c'est un secret bien gardé. Mais on sait que ça ne sert à rien de faire des offres sur des spectacles trop longs, trop compliqués. Enfin, voilà. Donc, ce sera un petit challenge de voir comment est-ce qu'on arrive à prioriser des activités qu'on veut relancer à tout prix. Et du coup, qu'on laisse un peu, malheureusement, végéter d'autres, mais on ne peut pas être partout. Et voilà, et c'est la vie. On ne peut pas être partout et quand on veut d'avoir de l'impact sur plusieurs choses à la fois, parfois on moque notre impact sur une chose. Donc c'est dommage en fait. Donc c'est mieux cibler vos actions et vous le faites bien dans ce que vous me dites. Vous ciblez bien pour que ça ait plus d'impact. Merci beaucoup. Moi j'ai une petite question. Si vous savez là ce podcast, moi je l'ai monté en collaboration avec tous les gens qui participent. Le but en fait c'est de démocratiser un petit peu ce que vous faites. Et puis là c'est un partage d'expérience que vous faites aujourd'hui. Donc, je voudrais savoir quels conseils vous donneriez à des équipes qui veulent faire mieux collaborer leur service billetterie avec leur service de communication. Alors nous déjà, je dirais que l'important, c'est déjà de créer ces moments de collaboration, d'identifier les, les
missions communes, etc. Le remplissage, par exemple, est un moment d'importance pour la billetterie et la communication, où on a besoin de se parler. Oui. C'est autour des offres de commercialisation, c'est se dire: «Bah, j'envisageais de vendre ça de telle manière à telle date, pour telle raison» et cetera, et de se dire: «Ah bah oui, en termes de communication, ça colle», hein, parce que souvent, bah, forcément, hein, la vente et la communication sont liées. Il y a aussi au moment, bah, des campagnes, et il faut bien anticiper ces moments. Les 2 services auront la tête dans le guidon au moment des lancements, pas pour les mêmes raisons, mais les 2 l'auront. Donc il faut des outils communs de partage d'informations, de partage de documents, de partage de besoins. Il y en a un document avec les besoins en billetterie, les besoins en com. Alors c'est dans les 2 sens, hein. Donc, ça peut être effectivement d'un côté des images et cetera pour la billetterie, et de l'autre côté pour la com des liens vers le site de vente en ligne, des choses comme ça. Donc anticiper les choses, créer les moments, et puis vraiment créer des temps de réflexion. Donc ça, c'est une première chose, et puis, bah, de manière générale, penser, que la com et la billetterie ne vont pas l'un sans l'autre. Effectivement, si on communique un fichier, vieux, non mis à jour, et où on dit des choses, pas tout à fait vraies, parce qu'on sait que la billetterie, ça paraît simple, mais c'est hyper pointu, il y a des règles spécifiques. Donc si on ne fait pas relire à la billetterie, les règles spécifiques et cetera, bah, forcément, il y a des petits couacs. Donc c'est vrai que ça, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais la billetterie relie toutes les news quasiment de la com, Mmh. qui ont un trait à des spectacles. Donc c'est ça, je trouve que c'est important. Et puis il y a un vocabulaire de billetterie qui des fois n'est pas le même, acheter, réserver, pour certains, c'est la même chose. Pour Ouais. en billetterie, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, c'est un petit exemple tout bête, mais donc voilà, si on veut une communication efficace, faut un fichier, bah, à jour, actualisé, et vice versa, si, la communication n'est pas efficace, de toute façon, il y aura pas de vente, parce qu'on touchera pas, la visibilité sera pas là. Donc voilà, c'est se dire que nous sommes un, et puis créer ces moments de réflexion ensemble et de partage, d'outils, de partage voilà, de travail. Aussi se dire: là, je suis en flux tendu en ce moment. Là, ça va être compliqué pour moi. Idem, en billetterie, ça va être compliqué à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est partager, échanger. Vous avez besoin l'une de l'autre parce que tu vois, moi, j'aime bien Mmh. dire que tu une action marketing quelque part, c'est, le bon message à la bonne personne au bon moment, et Marion, elle détient bien le bon message, mais si elle n'a pas la bonne personne au bon moment qui est dans ton fichier, Lydia, ça fonctionnera pas. Mmh. Tout à fait. Nos Hum, destins sont liés. Vos destins sont liés, c'est merveilleux. Là, j'aimerais qu'on rêve un petit peu à comment ce serait dans un monde idéal. Est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez concrétiser? Quel nouveau projet vous aimeriez faire ensemble que vous avez encore jamais fait? Bah, alors moi, je pense qu'il y a plein de choses à inventer en termes de commerce, d'offres de commercialisation. Donc là, on a parlé des early birds, mais je suis sûre qu'on ne va pas s'arrêter là, Lydia. On va trouver plein d'autres choses pour Mixte. Et moi, j'aimerais bien, et je sais que Lydia aussi, elle serait trop contente, qu'on ait un outil performant de site Internet. En Hmm. fait, moi, ça m'agace que le secteur culturel soit condamné à avoir des outils qui soient vieux, pas intuitifs. Donc, mon rêve serait que on ait un site intégré avec une ergonomie digne des sites marchands sur lesquels on est toute la journée, hein, que ce soit de sushi shop à Airbnb. Hmm. Alors, on n'a pas la même force de frappe, bien sûr, je m'en rends compte, mais je vois bien que du coup, c'est ça nos habitudes numériques de chacun. Et quand on retourne sur les sites internet des structures culturelles, bah, c'est vrai qu'on a envie de se jeter par la fenêtre. On ne comprend rien, on n'a pas l'info, il faut cliquer 12 fois. En fait, le spectacle il est complet, le truc est fermé. Donc voilà, moi, c'est vraiment un rêve d'ergonomie fluide et surtout d'être au niveau des sites internet marchands ambiants, en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment un rêve parce qu'on n'a pas la même force de frappe, mais avec les mêmes fonctionnalités. Nous, on est confrontés, nous comme d'autres, à beaucoup de ressaisies. Donc, c'est vraiment le truc fastidieux. On écrit 3 fois le nom du spectacle avec en plus des risques d'erreur. Enfin, voilà. Donc, voilà, moi, ce serait mon petit rêve d'avoir un outil de vente avec un tunnel d'achat parfait ou comme sur les sites de la grande distribution, quand on achète de la brioche, enfin, on nous propose, comme par magie, de la confiture de fraises.
Et ben moi, je trouve ça super que quand j'achète tel spectacle, on me propose, on a compris que il y avait un atelier le même jour et qu'on pouvait me proposer aussi l'atelier parents-enfants qui a lieu le même jour. Et ça, moi, je serais très contente pour nous tous, spectateurs, qui ne sommes pas condamnés à à la, à la médiocrité d'un parcours. C'est pas juste. Oui, je vous le souhaite. Et puis en plus, ce que tu dis, c'est hyper pertinent. Alors, je sais que la culture, pendant longtemps, enfin peut-être encore un petit peu aujourd'hui, c'est comme un bien, un produit à part. Mais ça reste que vous vendez en ligne, vous faites du e-commerce. Donc, on veut retranscrire, et on veut que notre spectateur, la personne qui vient sur notre site, elle ait une expérience qui soit similaire à ce qu'elle vit sur d'autres sites, tout à fait de manière légitime. Vous vendez en ligne, vous voulez que ce soit pareil qu'un e-commerce, quoi. Ben, en fait, voilà, il y a pas de. Alors évidemment, je compare pas du tout une place de spectacle à une paire de baskets, mais c'est quand même ça l'environnement numérique dans lequel on évolue tous. Et je me dis, on a déjà passé pas mal de freins symboliques, financiers, quand on a un spectateur chaud sur le site internet d'un mixte. S'il doit encore lever des obstacles parce que c'est mal fichu, il comprend pas, ben c'est que le parcours ou l'outil n'est pas adapté. Oui. Alors, j'ai des espoirs. On est en train de travailler sur le site internet de Mix, donc on espère avoir résolu certains problèmes. L'espoir fait vivre, mais voilà, j'aimerais bien que pour Mix, comme pour plein de structures, on arrive à s'offrir des parcours beaucoup plus fluides. Mais merci beaucoup, Marion. Merci à vous deux. Alors, merci vraiment pour votre participation. C'est chouette de faire un podcast à trois comme ça. J'ai trouvé ça très sympa. Euh, vous montrer à quel point la billetterie peut jouer un vrai rôle stratégique et comment les ponts entre la billetterie et la communication sont importants. Ce lien-là, il change tout. Il change tout parce que sinon, vous travaillez en silo. On en a parlé un peu plus auparavant. Il permet d'agir plus vite, de vendre mieux, mais aussi d'accueillir mieux les spectateurs. Alors, si tu nous écoutes en te demandant par où commencer, même si les filles, elles nous ont partagé une petite stratégie, ben, peut-être c'est juste ça, créer des liens et se parler davantage et tester ensemble. Alors, si tu nous as écoutés jusqu'au bout, je te remercie d'avoir été là. Je te remercie de me suivre et de suivre tous les épisodes. Je tiens également à remercier mes invités, Marion et Lydia, de leur chaleureuse participation. Et normalement, à la fin de l'épisode, je fais l'outro, mais aujourd'hui, je vais laisser la parole à Simon. À très bientôt dans Nada to Data. Salut,